historiquement les masterclass s'appelaient les masterclass d'excellence commerciale. Donc, on est absolument ravis d'accueillir aujourd'hui Aël Aziz, qui est Senior Vice President Sales de Danone et Chief Customer Officer de Danone et qui voyage à travers le monde entier pour assurer une relation client durable. Et c'est le sujet de cette masterclass. Bienvenue, Aëla. Merci, bonjour Roland. Vous étiez également très nombreux la dernière fois pour Les Invisibles de l'Élysée. Les Invisibles de l'Élysée, c'est un formidable bouquin d'Emery Deligier qui est allé à la rencontre de ces personnes qui font vivre l'Élysée au quotidien. Et il nous a notamment parlé du mode de management tout à fait particulier, avec une verticalité très forte dans un environnement où le respect de l'autorité, des process est absolument critique, et d'une agilité extraordinaire, puisque en quelques minutes, en quelques heures, l'Élysée doit se mettre en branle si jamais il y a une contrainte diplomatique, une crise à gérer. Le président doit partir avec à peu près une centaine de personnes, les services de sécurité, etc., pour se déplacer. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre plateforme, sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, une masterclass absolument passionnante. Qui sommes-nous? Les masterclass d'excellence managériale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est l'éditeur de logiciels français, le copilote du manager, qui aide les managers à devenir des meilleurs coachs en centralisant toutes les informations dont ils ont besoin pour accompagner leurs équipes, informations qui sont souvent dans des systèmes différents, des SIRH, des plateformes de formation, des outils de BI, de suivi. Et voilà, Incentive centralise tout ça pour permettre aux managers d'être plus efficaces, un peu comme le CRM du manager. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays avec des clients comme Procter Gamble, comme Darty, Société Générale, Orange ou LG. Voilà, la page de publicité est terminée et on va faire le portrait d'Ella. Est-ce que Charlotte, tu peux nous rebrosser son parcours? Oui, bien sûr. Alors Ella, vous êtes diplômée de l'EM Lyon Business School, titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées et en sciences sociales de l'université Paris-Dauphine, ainsi qu'un master à l'INSEAD et à Harvard. Chief Customer Officer et Senior Vice President Sales Europe chez Danone, vous possédez une vaste expérience dans le domaine des biens de consommation et dans les fonctions de direction générale, marketing et vente. Des compétences que vous avez acquises au sein des plus grands groupes, Mark Inc, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Unilever et actuellement Danone. Riche d'une carrière internationale sur 4 continents et ayant vécu dans plus d'une dizaine de pays, vous démontrez une vraie connaissance approfondie des marchés émergents et développés, avec un grand intérêt pour les différentes cultures. Passionné de développement durable, vous êtes convaincu que nous pouvons générer une croissance rentable tout en ayant un impact positif sur nos communautés et les personnes qui nous entourent. Fidèle à vos convictions, vous intervenez fréquemment sur le thème de l'inclusion lors de différents événements mondiaux tels que le Forum économique mondial. Vous coprésidez également la coalition for Healthier Life au sein du Consumer Group Forum. Par ailleurs, vous supervisez également la collaboration entre Danone et la chaire grande consommation de l'ESSEC. Et enfin, vous siégez au conseil d'administration du groupe Avril à Paris et de PPB, Purpose Built Brands à Chicago, en tant qu'administratrice indépendante. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Merci, moi Quel, également. Je suis ravie d'être quel là. parcours! Quel parcours Ouais. extraordinaire, Ella. Alors, on va commencer en 2022. Il y a un grand programme de relance, un grand programme stratégique, plan de relance stratégique qui s'appelle Renew, qui a été mis en place chez Danone, avec un focus sur une redéfinition du modèle pour qu'il soit plus durable, plus sain, avec un accent mis sur la santé et la science. Est-ce que peux nous parler de ce plan stratégique qui est assez clé dans les évolutions récentes de Danone? Oui, donc on a en fait avec l'arrivée d'Antoine, Antoine de Saint-Afrique, notre CEO, on a relancé en fait un programme, donc comme tu disais, qui s'appelle Renew Danone. Mais en fait, la base, c'est
revient à l'essence même de Danone. Et ça, l'ancrage dans la santé est quelque chose de très ancien, donc c'est pas nouveau. Et on a au cours des dernières décennies, on a retravaillé notre portefeuille pour justement recentrer l'ensemble du portefeuille sur la santé. Et c'est aussi en ligne avec le double projet vous rappelez peut-être du discours d'Antoine Riboud qui était on a un vrai rôle bien sûr économique mais également sociétal et environnemental. Donc vraiment l'ensemble de ce projet était encapsulé dans Renew Danone. Et l'idée derrière ce nouveau positionnement stratégique, c'est comment on va travailler sur le corps de notre business, être sûr qu'on délivre toujours notre mission qui est délivrer la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc comment notre core business va continuer à délivrer ça en fixant les basiques. Donc notamment par rapport à moi, par rapport à l'esprit plutôt sales ou commercial, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on a le bon produit au bon endroit et au bon format, au bon prix pour chacun des consommateurs et comment est-ce qu'on va cibler l'ensemble des occasions de consommation. Donc voilà. Après, il y avait toute une dimension de l'acquisition nouvelle pour ancrer également encore plus dans la santé. Mais pour ma partie à moi sur l'aspect plus commercial, c'est comment est-ce qu'on recentre, on refixe les basiques de notre métier en fait, qui est répondre aux attentes des consommateurs et des patients avec notre offre produit. Oui, c'est consommateur et patient maintenant, on entendait finalement assez peu ça dans la bouche des dirigeants de Danone historiquement. Oui, parce qu'en fait, notre gamme, on va dire 4 corps de métier. Donc, on a des produits laitiers, évidemment. Vous connaissez nos marques Activia, Danette, Actimel. Vous connaissez les produits à base de produits végétaux, donc comme la marque Alpro en Europe ou Silk aux US. Vous avez l'eau, donc avec nos eaux Evian, Volvic, Badois, pour prendre des marques en France. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les specialized nutrition, donc de l'alimentation spécialisée, où là, on a une gamme extrêmement développée qui servent nos patients dans les hôpitaux. Ça va du tube, quand on se nourrit via le tube, ou alors aussi des patients adultes, par exemple, comme des patients qui sont en cours de traitement oncologique ou avant ou post pour avoir un apport de protéines élevé pendant les traitements ou qui sont en santé fragile. Donc, on a des produits très spécialisés qui sont en pharmacie ou qui sont dans les hôpitaux et qui, en fait, dont la science, comme vous pouvez imaginer, est extrêmement développée et qui nous sert aussi pour l'ensemble du reste de notre portefeuille. Donc, cet aspect vraiment de se focaliser sur la santé, c'est aussi grâce à ces avancées, on va dire, technologique très forte qu'on peut utiliser et transférer d'une catégorie à une autre. On a aussi, j'ai oublié bien sûr évidemment les laits infantiles, comme vous connaissez, beaucoup d'entre nous ont grandi avec ces laits-là, ou Blédina, donc alimentation infantile aussi. Donc l'ensemble du portefeuille, effectivement, on nous connaît beaucoup pour le yaourt, mais on a un ensemble d'offres, de portefeuilles ou de catégories qui est très large. Alors, dans l'histoire récente de Danone, on a pu dire à certains moments que un focus trop fort sur le développement durable était difficilement compatible avec les exigences business. Toi qui es aux premières loges, comment tu as vécu ces périodes? Est-ce qu'il y a eu des trade-offs, des choix difficiles à faire entre impact et rentabilité? Alors pour moi, pas du tout, en fait, et c'est intéressant que tu poses la question parce que la manière dont on le voit chez Danone, c'est qu'en fait, une performance sans durabilité n'est pas durable, on va dire ça comme ça, n'est pas pérenne, on va dire plutôt. Donc une performance sans sustainability n'est pas pérenne et une sustainability sans performance ne l'est pas non plus. Donc il faut vraiment pour moi, et c'est pour ça par exemple que moi je parle beaucoup de développement durable alors que je suis dans l'aspect commercial. Je me dis mais toi tu dois chercher du chiffre, pourquoi tu parles tout le temps de durabilité, de développement durable? Parce que j'ai une forte conviction que l'un ne va pas sans l'autre. Impossible. C'est juste
aujourd'hui, chaque acte de consommation est un acte engagé. Et je pense que avec nos valeurs qui sont aujourd'hui quand même parfois questionnées, on se pose la question qu'est-ce qui se passe dans ce monde, l'acte d'achat devient de plus en plus un acte engagé. Et donc, ce sont les entreprises qui gardent le cap, qui gardent cette vision en disant il faut absolument rester intact par rapport à nos engagements, on parlait tout à l'heure sociétaux et environnementaux, qu'on arrivera à garder nos consommateurs et à avoir de plus en plus de consommateurs fidèles. Alors, quelques exemples, hein, on a développé, donc tu disais, je suis en premier front parce qu'en fait, moi, je suis dans le Consumer Goods Forum dont tu as parlé tout à l'heure, Philippe. Je préside la coalition pour avoir une vie plus saine. Donc, je le co-préside avec Tesco et on met en place des initiatives qui, justement, aident à promouvoir une vie plus saine et qui sont le travail de collaboration entre plusieurs industriels. Donc, je vous donne un exemple avec peut-être Métro. Métro, on a mis en place avec plusieurs industriels, des recettes en fait qui permettent aux restaurateurs de proposer des recettes très saines pour les gens avec un budget précis, mais qui font évoluer l'achat à des recettes beaucoup plus saines et qui amènent plus de santé aux consommateurs. Donc ça, c'est des engagements en fait de longue date qu'à Danone et on continue à vouloir pas seulement nous, mais engager toute l'industrie avec nous pour proposer des offres plus saines et plus durables dans le monde d'aujourd'hui. Mais vraiment, je crois très fort au fait que l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qu'on voit et ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on fait des actions comme ça, des initiatives, que ce soit avec d'autres industriels ou nous-mêmes, on voit une augmentation de nos ventes. Et on arrive à le chiffrer. Et ça, c'est vraiment important. Un autre exemple, parce que tu me disais soit la plus concrète possible, alors je vais essayer de l'être avec un autre exemple, c'est Auchan. On a mis une plateforme santé chez Auchan. Donc, on met l'ensemble de nos catégories en avant dans les magasins et ça, on l'a fait partout en Europe. Et ce qu'on voit, c'est que les gens sont de plus en plus sensibles à une offre qui amène des offres aussi bien bénéfiques au niveau fonctionnel, mais en même temps qui ont un vrai engagement au niveau du développement durable. Et là aussi, je pense que nos chiffres ont été publiés, mais on a une augmentation de nos ventes de 29%. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente du consommateur. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à payer beaucoup plus? Pas encore, mais je pense de plus en plus, ça devient un vrai acte engagé d'acheter nos produits. Donc finalement, tu vois le rôle de l'entreprise comme un acteur de transformation sociétale et de mode de consommation. Parce on voit des industries dans lesquelles on est beaucoup dans le market research, essayer de s'adapter aux évolutions du marché des modes de consommation. Toi, tu as un discours qui est beaucoup plus proactif finalement. On dit on a un rôle et on joue ce rôle et ça marche. Ah mais complètement. On touche des millions de personnes chaque jour. Et je pense oui, on est très engagé. On a développé une plateforme, alors chez Danone, ça s'appelle le Danone Impact Journey. Donc ça encapsule en fait l'ensemble de notre stratégie développement durable et qui s'articule sur 3 piliers. On a la planète, la santé et nos communautés. Pourquoi? Parce que la planète, si on n'arrive pas à la sauvegarder, il n'y en a qu'une. Voilà. Donc, on a un vrai rôle et on est très moteur et je pense à un devoir de chacun d'entre nous de la protéger. Donc, et on a tout un pilier et un vrai engagement, notamment les émissions de CO2, etc. Enfin, on a tout qu'on a toujours gardé et qu'on ne change pas de cap. On a la santé, on a parlé tout à l'heure. Donc, pour nous, on est très fiers. On est numéro 1 en termes pour les produits de grande consommation, donc Danone est numéro 1, plein d'égards, mais certainement avec notre portefeuille, on a plus de 91% de nos volumes qui sont classés comme produits sains. Et notre devoir, c'est justement l'étendre au plus grand nombre, quels que soient les canaux de distribution. Et le troisième, c'est les communautés, où là encore, on est très engagé, alors que ce soit avec les agriculteurs, que ce soit les fermiers, ou que ce soit nos clients, nos fournisseurs, où on a des engagements de longue date
où on est pareil, on ne prend pas très court-termiste, mais vraiment à long date pour permettre à tout le monde de gérer ces transformations. Donc, quand vous regardez l'ensemble de l'écosystème et tous les gens qu'on touche, que ce soit les consommateurs, les fabricants, les fournisseurs ou nos agriculteurs, on a un vrai devoir et une responsabilité d'accompagner en fait et de driver ce mouvement, c'est sûr. Tu faisais référence aux engagements initiaux d'Antoine Riboud. Danone est vraiment ancré dans cette attention à la santé, à l'environnement. Donc il y a une très belle continuité de Danone sur ce sujet-là, une très bonne légitimité. Quels sont les gros virages que Danone a dû prendre ces dernières années? Quels sont les virages les plus difficiles, les plus complexes en termes de leadership que tu as eu à opérer ces dernières années? On est passé par, comme toute entreprise en fait, il faut se réinventer continuellement, hein. Donc, sinon ben, on devient vieux et plus désirable. Donc, notre devoir, c'est d'abord, par rapport à nos produits, d'être sûr qu'on offre les meilleurs produits, la meilleure qualité au meilleur prix à nos consommateurs. Donc, on retravaille de manière alors je ne sais pas si on va appeler ça une transformation, mais de manière continue à être sûr que les produits qu'on offre sont d'une qualité supérieure. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous essentiel, crucial. Et c'est ce qui fait la différence de nos produits par rapport à un autre. Quand vous mangez un yaourt, c'est pas un yaourt, c'est un Danone. Donc, et il faut garder cette différence pour justifier que, pour être relevant vis-à-vis de nos consommateurs. Ensuite, on a eu aussi des challenges d'organisation. On s'est restructuré, repensé notre organisation. On était par catégorie, les différentes catégories dont je te parlais. On est revenu à une espèce géographique. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on veut être le plus proche de nos consommateurs. On est une entreprise qui est multilocale et on veut être la plus proche possible des attentes de nos consommateurs et de nos marchés. Donc, le fait de se réorganiser comme ça nous permet de l'être et permet d'être agile également dans un monde, on parlait tout à l'heure d'un monde extrêmement volatile et qui bouge, pour être l'entreprise qui s'adapte le plus vite possible en étant plus proche de nos marchés. Et donc ça, c'est une vraie transformation qu'on a mis en place. Donc maintenant, il y a 2-3 ans. Donc ça, c'est important. On a aussi un autre levier qui, pour nous, est crucial, c'est la transformation digitale, où on sait que ça, c'est important de garder le rythme et de challenger tout le temps, parce que la vitesse à laquelle évolue notre monde, on le sait tous par ailleurs, hein, est très vite. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on intègre la digitalisation dans l'ensemble de nos services? Donc, et ça change, ça évolue. Alors parfois doucement, parfois d'une manière très brutale. On a mais on le voit comme une vraie opportunité. Je te donne peut-être 2 exemples. Le premier, c'est l'utilisation du retail média. C'est quelque chose qui n'existait peut-être pas il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, ça nous permet d'être de plus en plus précis. Alors c'est pas encore très structuré, c'est pas encore très développé, mais on voit bien que le fait de pouvoir travailler de manière précise aux attentes des consommateurs, de lancer un message qui est le plus relevant possible à nos consommateurs, c'est un moyen d'engager nos consommateurs. Et donc avec un exemple qu'on a fait et de dire comment est-ce que ça change aussi notre stratégie dans les 2 sens. On a fait une expérience avec Alpro en Angleterre, donc en travaillant avec 2 de nos distributeurs, donc Tesco et Sainsbury, on prend leurs données, on voit les consommateurs, comment est-ce qu'ils naviguent sur les différentes vidéos, sur les différents réseaux sociaux, et en même temps, on regarde, nous, les messages qu'on envoie de Alpro. Donc, on a développé à peu près 200 messages, alors ça s'appelle Alpro Chino, voilà, et qu'on a envoyé à nos consommateurs. Et on voit que le niveau d'engagement qu'on a auprès de ces consommateurs, de ces shoppers, et la manière dont ça a été transformé en achat après, est extrêmement relevant. Pour nous, c'est magnifique à voir. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire on a analysé ces messages et ça nous a permis d'adapter nos messages par rapport au retour des consommateurs. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle régénératrice. Hein, donc c'est comment on intègre ces données-là dans l'autre sens, quelque part. Et on a réadapté nos messages. On s'est rendu compte
un exemple concret, c'est qu'en mettant la publicité sur un seul ingrédient et pas plusieurs ingrédients qu'on est le plus relevant. C'est tout détail, mais c'est ce niveau de détail-là qu'on arrive à changer nos messages de marque pour être le plus pertinent et avoir plus d'engagement consommateur. Donc voilà quelques exemples de transformation, mais je pense que un thème qui revient tout le temps dans beaucoup de nos présentations, c'est comment on délivre et on transforme. Donc, et le faire en même temps. C'est le challenge, je pense, qui est presque, j'allais dire, presque beaucoup d'industries, pas seulement chez nous, mais chez Danone. Mais comment est-ce qu'on délivre des résultats? La performance est là et en même temps, on transforme l'environnement, enfin, et on s'adapte à tout ce qui se passe autour de nous. Ça me fait penser, quand je travaillais chez Dell, on avait observé que les publicités en Allemagne et en France fonctionnaient de façon différente. En France, une publicité d'un ordinateur, il fallait mettre une configuration avec un prix barré, une promo. En Allemagne, il fallait mettre 9 ordinateurs différents avec des options, et c'est ça qui marchait. Et je dis ça parce que j'aimerais maintenant te parler de multiculturalité. Tu as la chance de travailler dans des environnements très variés. Danone est une entreprise globale avec certaines marques qui sont également globales. Comment est-ce que vous gérez la multiculturalité? Comment toi, en tant que leader, tu t'adaptes aux différentes régions, différents environnements, aux différents interlocuteurs que tu as dans tes équipes? Ah, c'est un thème qui m'est très cher, évidemment, parce que comme on disait tout à l'heure, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir vivre dans plus de 11 pays, on parle même pas des villes, euh, et de travailler donc avec des cultures extrêmement différentes. Pour moi, c'est une vraie source de richesse. Et à partir de ce moment-là, quand on pense que et quand je parle diversité, pour moi, je parle diversité dans tous les sens, hein, dans tous les sens du terme. C'est aussi bien le background que la formation, que femmes, hommes, gender, enfin vraiment l'ensemble. Et c'est une valeur que déjà en tant que maman, j'inculque, je m'assure de l'inculquer à mes enfants. Mais je pense que c'est bon, déjà en role modeling, si je peux dire ça en anglais, mais de montrer que vraiment on le vit comme une vraie richesse au quotidien. Donc moi, je m'assure d'avoir des équipes très hétérogènes, alors des profils, mais qui peuvent être complètement différents. Et les gens se rendent compte que ça apporte une vraie richesse. Et après, je pense que c'est de la formation, c'est du quotidien, c'est tous les jours essayer d'expliquer aux gens pourquoi ça devient une richesse. Pas toujours évident parce qu'on a toujours des préjugés, mais ce biais inconscient qu'on a tous et on pense qu'on connaît quelque chose, de toujours le remettre en question, c'est fatigant, hein, c'est pas évident, mais c'est en rechallengeant à chaque fois chacun d'entre nous qu'on grandit. Et voilà, donc voilà ce que je fais moi au quotidien. Est-ce que tu adaptes ton leadership, ton style de leadership en fonction de l'endroit où tu es? Alors, je ne sais pas si j'adapte mon style. Je m'adapte par rapport à la culture locale, c'est sûr. Ça, mes valeurs ne changent pas. Elles restent les mêmes, quel que soit le milieu culturel dont je suis. Et parfois, c'est challenging, hein. Parfois, c'est pas évident de garder ces valeurs, quel que soit. Tu as vu les différents pays dans lesquels j'ai travaillé, donc c'est pas toujours évident de garder ces valeurs. Mais ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Mais mon leadership, non, je ne le change pas, je pense. Je pense plus la manière c'est plus m'adapter à la culture locale, oui. Mais les valeurs et mon sens, moi, mais ça ne change pas. Alors, dans ton extraordinaire parcours, j'imagine qu'il y a eu Je déçois peut-être en te disant ça. des- des- des paris audacieux que tu as dû prendre, Oui. des moments difficiles. Est-ce que Mm. tu as en tête un moment, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment où tu as dû convaincre tes équipes, tu vois, vaincre une résistance pour te suivre sur un pari audacieux? J'ai pas eu de moment difficile de convaincre mon équipe vraiment. Je réfléchis. Alors il y a des fois où ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire, hein, pas pour dire. Elle est un peu Zerbi, euh, mais après, je pense, j'ai pas eu vraiment de résistance.
j'ai parfois résistance vis-à-vis de moi-même, en fait. Des exemples concrets où je me disais, non, mais Ayla, mais ça, tu peux pas le faire. Et donc là, il a fallu que je soit moi-même me fasse challenger moi-même ou que quelqu'un me challenge moi en disant, non, si, tu peux le faire, vas-y. Donc ça, j'ai eu ça. Vis-à-vis de mon équipe, j'ai pas eu de difficulté à engager en fait des équipes derrière une vision parce qu'en l'expliquant, je pense, c'est tout le monde est extrêmement motivé derrière. On a certainement chez Danone une vraie clé de motivation et d'engagement qui est la mission de Danone et ça c'est très fort, on le sent, mais vraiment, enfin, je pense que vous rencontrez n'importe quel Danoneur et il vous dira la même chose, c'est que quand on se dit on apporte la santé au plus grand nombre, c'est magnifique. On peut pas avoir plus beau comme mission à titre personnel, pas juste entreprise. Donc, se dire qu'à chaque fois que je vends plus de produits, ben, j'apporte plus de santé, c'est hyper motivant tous les jours. Donc ça déjà, je pense qu'on n'a pas vraiment un problème, on n'a pas de problème d'engagement vis-à-vis de notre vision. Après, il y a des fois où on va très loin, c'est-à-dire là, on a mis en place tout un système de digitalisation des forces de vente et en utilisant pareil, là encore, l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on intègre aussi bien du demand planning jusqu'au magasin, jusqu'au sell-out, on analyse et puis on reboucle la boucle. C'est extrêmement lourd comme modèle de transformation. On peut avoir là une résistance par rapport au changement parce que les gens ne voient pas le bénéfice final. Et c'est là où tout le challenge du leadership, c'est-à-dire de montrer que ça apporte vraiment de la valeur, ça va simplifier la vie, ça va la rendre plus agréable et qu'on va passer beaucoup plus de temps à apporter de la valeur dans un magasin que de reprendre, de relever. Donc ça oui, on peut avoir cette résistance du changement, mais qu'il faut anticiper et gérer. Et c'est pour ça que pour moi, chaque projet que je fais, et si je le fais pas, je n'en fais jamais assez, mais je pousse chacune de mes équipes à le faire, c'est de travailler de manière cross-fonctionnelle. Parce que c'est en cassant ces silos qu'on arrive à faire avancer les projets. Souvent, dans le passé, on faisait un projet marketing, un projet vente, un projet supply, un projet RH. Et là, si je prends là l'exemple de la transformation digitale qu'on a faite dans l'ensemble des équipes de vente et on est en train de le déployer en Europe, c'est des équipes qui sont, alors, toutes fonctions confondues, donc y compris les ressources humaines, évidemment financières, marketing, parce qu'on doit mettre la marque à l'intérieur, et les équipes RH, on les a pris dès le début, engagement, toute l'équipe dès le début, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une étape de change management qu'il fallait intégrer comme dimension dans l'ensemble du projet. Donc vraiment, pas la prendre comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité en fait de faire grandir les gens. Et si vous le positionnez comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile que de le faire absorber dans une organisation. Et voilà, c'est ma manière, si tu veux, de faire avancer l'ensemble en intégrant le maximum de fonctions possibles dans chacun des projets. Dans l'agroalimentaire, les crises sont fréquentes, il peut y avoir des pénuries, il peut y avoir de l'inflation sur des matières premières, des scandales, des pollutions. Quelle est la situation la plus dure que tu as eu à gérer et comment tu t'en es sorti? Alors, c'est ce qui fait la beauté de mon job, hein, parce que si j'avais des choses très constantes et que j'avais pas de challenge à gérer, je m'ennuierais. Et là, je peux dire, j'ai pas un jour où j'ai pas un challenge et que c'est pas. Mais les challenges les plus difficiles que j'ai eu à gérer, c'est des challenges humains, en fait. Parce que tout ce que tu dis, tu vois, l'inflation, bon, ok, tu gères. Donc, il y a des moments difficiles. Hein, on a tous entendu parler des négociations avec la grande distribution. C'est des moments qui sont très compliqués, pas évidents du tout. Beaucoup de stress, beaucoup de tension. Les challenges pareils d'augmentation des coûts de nos produits. Il y a des moments pareils. Il faut absorber ces coûts de plein de manières différentes. Donc, pour moi, on va dire, c'est de la gestion au quotidien, tous ces challenges. Et c'est ce qui fait la beauté de travailler dans la grande distribution, dans la grande consommation. Les challenges les plus difficiles, c'est souvent les challenges humains, où vous avez des moments d'équipe compliqués, où moi j'ai travaillé au Proche-Orient, donc avec des challenges compliqués, de tension, et ça c'est plus difficile parce que ça touche vraiment au cœur des gens. Et voilà. Mais sinon le reste, pour moi, c'est presque, on va dire, c'est gérer la tension, c'est
voilà, c'est de l'adrénaline qui monte, qui descend. Voilà. Mais pour moi, si on garde toujours en esprit que notre l'obsession qui est de répondre aux attentes des consommateurs et des patients au quotidien, si on a ça, et on arrive à le faire passer à nos partenaires, qu'ils soient distributeurs ou hôpitaux ou autres, nos circuits de distribution, on recentre la conversation sur le business et sur le consommateur. Et ça permet de passer des étapes. Donc, tu parlais tout à l'heure d'inflation, okay, ou d'augmentation des coûts. Okay, quel est notre choix? On les prend, on essaye de passer le minimum au niveau du consommateur, on essaye d'absorber le maximum et de passer le minimum au niveau du consommateur, et donc ça donne lieu à des négociations avec la grande distribution. Alors en Europe, certainement très compliqué avec toutes les alliances et toute la redistribution de la distribution aujourd'hui. Enfin, tu connais ça, Roland, mais en Europe, c'est très compliqué. Mais ça, c'est du travail en commun. Si on arrive à mettre le consommateur au milieu, on règle beaucoup de problèmes. Alors, et là, je sais que le sujet de l'innovation est très important pour toi. Une femme très créative. L'innovation produit, c'est une chose, et Danone innove en permanence grâce à la science. L'innovation, ça touche aussi le management. Qu'est-ce que tu as mis en place pour engager, pour pousser tes équipes à être plus créatives, à innover, à trouver des nouveaux modes de management? Comment tu gères l'innovation managériale au sein de tes équipes? Alors l'innovation, c'est un thème très large, hein. Moi, le conseil que je donne à mes équipes, il est sur 3 axes. Je leur dis toujours, il faut d'abord performer. D'accord? Ça paraît, ça paraît basique, mais il y a beaucoup de travail qui doit être mis derrière, et aussi comment on s'assure qu'on performe bien. Ça veut dire on décide d'une vision et quel est le chemin à faire. Donc, et ça, il y a plein de chemins différents. Donc, c'est une manière d'innover, si tu veux, mais d'être clair sur la vision et le chemin qu'on prend. Donc, ça, c'est d'abord la performance. Le deuxième conseil que je dis, il faut toujours travailler en collaboration. Et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure, il faut toujours travailler de manière cross-fonctionnelle. Et ça, c'est très innovant comme approche. Alors, surtout dans les grands groupes. Surtout dans les grands groupes. Surtout dans les grands groupes. Il y a souvent les silos. Exactement. Et ça veut dire qu'on repense notre projet d'une manière très différente. Donc c'est pas l'innovation. Je lance pas un énorme produit et je fais pas une impôt. C'est différent, mais c'est une manière très innovante de travailler. Donc collaboration. Alors je disais donc cross-fonctionnel, mais aussi cross-industrie. Il faut toujours travailler, parler tout à l'heure du CGF, mais travailler avec les autres, voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble mieux. Et troisième conseil que je donne, et ça fait juste penser que je donne les mêmes conseils à mes enfants, c'est être toujours curieux et vouloir apprendre tout le temps. Et ça, de les inciter à aller de l'avant, à aller découvrir ce qui se passe autour de nous, que ce soit, on parlait tout à l'heure du digital, mais ça peut être du basique, que ce soit en termes de leadership. Donc, cette curiosité et cette envie d'apprendre tout le temps, pour moi, c'est essentiel. Et c'est ce qui nous permet d'être innovants, d'avancer. Hier soir encore, il y avait quelqu'un de mon équipe en Pologne et il découvre un outil de captation, je ne sais pas si on dit ça, pour capter, voilà, capter l'image en fait dans un linéaire, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut récupérer toutes les données d'un linéaire, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et on s'est dit, attends, non, mince, là, et donc là, du coup, voilà, je vais en Pologne, on va aller voir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, cette curiosité de toujours vouloir apprendre de tout ce qui se passe, c'est ce qui nous permet d'être innovants. Donc, c'est un mindset, c'est un état d'esprit d'être toujours ouvert sur ce qui se passe. Et une manière de travailler différente. Voilà comment je traduis l'innovation en dehors de l'innovation, on va dire marketing, produit, création de nouveaux produits. Parce que pour moi, elle est dans tout ce qu'on fait, en fait. Et pour terminer cet entretien, parce on a déjà dépassé, ce qui est rare, hein. En général, je suis très rigoureux à 30 minutes, mais là, c'est tellement passionnant qu'on a débordé un peu. Mais j'ai quand même une dernière question pour toi. Si tu es une jeune femme leader qui te demanderait ton meilleur conseil pour allier impact business et impact durable,
tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme, comme conseil pour accentuer son impact tout en restant fidèle à ses valeurs? Alors, je dirais simplement, il faut venir chez Danone, c'est sûr, mais sinon, Tu vas en venir chez dehors de ça, Danone, travailler avec toi. voilà. Mais je pense qu'il faut garder le cap, en fait. Pour moi, quelque chose d'important, on a parlé tout à l'heure valeurs, mais il faut vraiment savoir quelles sont les valeurs très importantes auxquelles chacun d'entre nous a son set de valeurs. Donc, il faut bien les connaître, bien connaître son moteur en tant que personne, et ensuite garder le cap. Et après, aller vers, garder cette direction, quel que soit le métier qu'on fait, si on est fidèle à ces valeurs, et notamment en termes de développement durable et d'impact, que ce soit dans le travail de volontariat qu'on fait ou que ce soit dans l'industrie. Si on garde ça, je pense qu'on est très heureux quand on prend sa retraite. C'est finalement souvent quand on demande à un manager à la fin de sa carrière, lors d'un pot de départ, quel est ton meilleur souvenir, c'est toujours des anecdotes humaines qui ressortent. C'est Isabelle, elle a commencé, elle était au courrier, et puis elle a grandi, et j'ai eu l'occasion de l'aider à grandir dans sa carrière. Enfin, c'est étonnant comment finalement ce qui est important dans un job, dans une carrière, avec 20, 30 ans de recul, avant d'aborder cette nouvelle phase de la vie qu'est la retraite. C'est toujours des histoires humaines, toujours des histoires de rencontres, toujours des histoires de progression qui Absolument. Pardon, je te coupe. Oui. Et juste je t'en pour prie. rebondir à ça, par rapport au conseil, donc juste la question précédente. Pour moi, ce qui m'a vraiment aidé pendant ma carrière, c'est les rencontres que j'ai faites tout au long de ma carrière. Quand j'ai changé de poste ou d'entreprise, c'était parce que des gens avec qui j'avais travaillé auparavant m'ont appelé. Ayla, est-ce que tu veux venir travailler avec nous, etc. Donc, et après, voilà, on construit son réseau. Donc, donc pour moi, quand je parle d'étendre et de collaboration, c'est aussi dans ce sens-là. C'est que oui, c'est cross-fonctionnel, etc. Mais quand on étend en fait son network, son réseau à l'ensemble, c'est ce qui va faire que on va vous bouger d'un poste à un autre. Donc, à une jeune femme, je reprendrai les mêmes conseils que ce que j'ai mes enfants, mais dans la collaboration, je rajouterai ce réseau qui est crucial. Quand les gens vous connaissent, savent ce que vous faites, c'est là où c'est eux qui vont vous faire grandir. C'est pas juste délivrer, parce que souvent on se dit oui, mais je vais délivrer ma performance. Oui, ça c'est essentiel et c'est indispensable. Par contre, pour aller plus loin, c'est le réseau qui vous le fera. Ce qui nous aide à grandir, c'est les rencontres. Et aujourd'hui, on a fait une très belle rencontre avec toi, qui nous aide à grandir, qui nous aide à réfléchir sur le leadership. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement? Citation. Alors, je vais prendre. Alors, il y en a une que tu nous as donnée, Peut-être que je t'ai donné sur la mais tu en as peut-être performance, une, non? t'en as peut-être une autre que tu as citée plus ou moins tout à l'heure, qui est une citation d'Antoine de Saint-Affrique. Exactement. Mais elle est en anglais, donc j'essaie de trouver en français qu'est-ce que ça ferait, mais j'adore cette citation qui est en fait sustainability. Sans la performance, ça n'a pas d'impact, et si on fait de la performance sans la sustainability, il n'y a pas de futur. Donc ça, j'adore cette citation parce que c'est tout ce que je fais au quotidien. Donc voilà. Donc Très belle, c'est pas très belle juste pour faire citation. plaisir à mon CEO que je te le dis, c'est parce que vraiment c'est le cœur de ce que je fais au quotidien. Et ça représente bien les valeurs de Danone. Et puis ça représente bien tes valeurs aussi. Je pense que vous êtes bien trouvés, Danone et toi. Voilà. Merci beaucoup. Un immense merci de ta présence. Si tu as encore quelques minutes, on peut prendre quelques Oui, questions bien des sûr, auditeurs. avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos questions. Alors, suivant que vous nous écoutez sur LinkedIn, sur YouTube, sur GoToWebinar, vous pouvez mettre vos questions dans les différentes plateformes et Charlotte va nous les retranscrire. Charlotte, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Alors oui, on a déjà quelques petites questions. Donc la première a été posée par Marie, pardon, qui a posé comme question: avec l'IA et les bots,
la relation client évolue selon vous? Est-ce que ça va renforcer la confiance des consommateurs ou au contraire la diminuer? Merci Marie pour ta question. Je pense qu'en fait, ça va l'augmenter parce qu'on va être de plus en plus pertinent dans notre manière d'approcher les consommateurs. Et donc, en termes d'engagement en fait des consommateurs, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure sur Alpro en Angleterre ou quand on utilise nous le retail média de manière plus précise, on gagne en pertinence avec nos consommateurs et donc ils sont plus engagés. Donc je pense au contraire, ça va créer un lien plus fort. Alors, on a une deuxième question qui est de Valentine cette fois, qui voulait savoir qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui la différence entre une marque qui performe et une qui décroche? Alors, une marque qui performe et une marque qui décroche. Alors, on va revenir. Donc, du coup, c'est Valentine, c'est ça qui posait la question, C'est ça. Valentine? Alors, il y a en fait, nous, ce qu'on utilise comme indicateur, c'est quoi? On va voir le chiffre d'affaires, évidemment, de la marque, mais surtout, pour nous, les vrais indicateurs, c'est la pénétration de la marque dans les foyers. Est-ce que j'arrive à recruter des consommateurs tout le temps, de plus en plus de gens qui utilisent ma marque, et donc ça se traduit également avec la part de marché. Donc, si j'arrive à gagner en nombre de consommateurs, en nombre de foyers dans lesquels je suis, et du coup en part de marché, c'est là où j'ai une marque qui performe. Maintenant, comment pour faire qu'une marque fasse ça, évidemment c'est la relevance qu'on a auprès du consommateur. Donc il faut que ce soit un vrai besoin consommateur, un vrai besoin, si on dit la digestion ou le transit intestinal ou parce que je suis sous traitement oncologique. Voilà, c'est d'abord la pertinence de la marque et ensuite son vrai engagement. Et ça, on en parlait tout à l'heure, mais plus la marque est engagée, plus ses consommateurs sont fidèles et plus la pénétration du coup augmente. Donc voilà un peu pour moi les vrais indicateurs d'une marque qui performe bien. On a une dernière question de Florian cette fois, qui voudrait savoir s'il y a une décision audacieuse que vous avez prise dans votre carrière qui a changé la donne pour Danone. Ah, pour Danone. Pas dans ma carrière alors. C'était parfait. Audacieuse, je peux oui parler par exemple le programme de digitalisation de toute notre excellence d'exécution. C'est il y a 2 ans, où je me suis dit là on n'est pas bon, on n'est pas bon dans notre manière de faire de travailler le fil le terrain en fait. Et on était encore sur certains KPI à prendre les notes manuellement. Voilà. Donc je me suis dit non, là c'est pas possible. Et j'avais ni personne, ni équipe, ni budget, ce qui est toujours embêtant dans un grand groupe, ni équipe ni budget, bah, c'est difficile. Et donc je l'ai monté avec quelqu'un de mon équipe, Cédric, et on s'est dit ok, qu'est-ce qui nous ferait plaisir voir d'ici 1, 2 ou 5 ans. Et donc on a écrit de ce qui nous ferait plaisir, on l'a présenté. On a demandé à des partenaires de nous joindre pour avoir des idées de l'extérieur, comment ça se passe ailleurs, qu'est-ce que pourrait être le futur, etc., pour nous nourrir dans notre réflexion. Et on l'a présenté à notre general management. Et on nous a dit, OK, on va vous donner quelqu'un en mission pendant 6 mois et un tout petit peu de budget. Voilà. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est le projet qui absorbe le plus de CAPEX chez Danone au niveau mondial parce que pour nous, c'est une massive transformation. Donc oui, c'est audacieux. Commencer sans rien, sans personne, mais vous croyez à quelque chose. Après, si on n'avait pas eu le push on va dire le support du top management, on aurait peut-être ralenti, mais on serait revenu par la fenêtre. Vous voyez bien. Ayla Aziz, Chief Customer Officer, Senior Vice President Sales Europe. Ayla, un immense merci de ta présence avec nous. Le développement durable sans performance n'a pas d'impact. La performance sans développement durable n'a pas de futur. Soyez curieux, faites de belles rencontres pour nous aider à grandir. Merci encore de nous avoir fait grandir aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour la prochaine édition des masterclass de l'excellence managériale. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.